Ils ont pris son royaume, mais ils n'ont jamais pris sa dignité. Ils ont tenté d'effacer son nom, mais la mémoire des peuples ne se soumet jamais aux empires. Ils ont cru qu'en la vainquant, ils feraient taire son histoire. Ils se sont trompés. Car elle n'était pas seulement une reine, elle était une frontière. Une limite que la colonisation ne voulait pas accepter. Ndate Yaya Mbodj n'a pas seulement gouverné un territoire. Elle a incarné un refus. Et voici son histoire. Avant de continuer cette histoire, si vous aimez les récits puissants, les histoires africaines oubliées et les figures qui ont marqué notre mémoire, abonnez-vous maintenant à la chaîne et aimez cette vidéo. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à vivre. Au nord de l'actuel Sénégal, là où le fleuve Sénégal serpente en les terres fertiles, s'étendait autrefois le royaume du Waalo. Un royaume ancien, structuré, respecté, dont l'économie reposait sur l'agriculture, l'élevage et surtout le contrôle du fleuve. Ce fleuve n'était pas un simple cours d'eau. Il était une route commerciale, une voie de passage stratégique, un lien vital entre l'intérieur de l'Afrique et l'océan Atlantique. Le contrôler, c'était contrôler le commerce, les échanges, et à terme, le pouvoir. C'est pour cette raison que la France coloniale posa son regard sur le Waalo. Non par curiosité, mais par appétit. Non par échange, mais par domination. Avant qu'elle ne devienne un symbole, avant qu'elle ne dise non à un empire, elle était une enfant née au cœur du pouvoir, au sein du royaume du Waalo, où la politique se transmettait autant par le sang que par l'intelligence, naît une fille appelée à porter plus qu'un nom. Elle naît dans une lignée royale, au sein d'un système où les femmes, les linguères, ne sont pas des figures décoratives, mais des piliers de l'équilibre politique. Dans les cours sablonneuses du palais, pendant que d'autres enfants jouent, elle observe. Elle écoute les anciens débattre. Elle apprend que gouverner, ce n'est pas parler fort, c'est comprendre avant les autres. Le Waalo n'est pas un royaume isolé. Il est stratégique. Il contrôle une partie du fleuve Sénégal, voie commerciale vitale. Et déjà, les puissances étrangères posent leur regard sur ces terres fertiles. La diplomatie devient un champ de bataille silencieux. Très jeune, Ndate Yaya comprend une vérité. Le pouvoir ne se conserve pas par la force seule, mais par la lucidité. Elle apprend les alliances, les rivalités internes, les équilibres fragiles entre nobles, chefs de guerre et familles influentes. Elle comprend que régner signifie tenir ensemble des intérêts parfois opposés. Puis vient le moment décisif. En 1846, lorsque les tensions politiques fragilisent le royaume, son nom s'impose. Pas par hasard, pas par favoritisme, mais parce que dans les regards, on voit en elle une autorité naturelle, une stabilité, une intelligence froide dans un monde qui s'échauffe. Elle devient linguère, et ce n'est pas une cérémonie qui fait d'elle une reine. C'est le silence respectueux des hommes aguerris. C'est l'écoute attentive des notables. C'est la confiance du peuple. Mais son ascension ne se fait pas dans un climat paisible. Les pressions françaises augmentent. Les demandes d'implantation commerciale deviennent des exigences politiques. Chaque traité proposé cache une perte de souveraineté. Là où certains auraient choisi la prudence diplomatique, elle choisit la fermeté. Elle ne rejette pas par orgueil. Elle refuse par vision. Car elle comprend que céder un morceau de fleuve aujourd'hui, c'est perdre le royaume demain. Son ascension est donc double, politique et morale. Elle ne monte pas seulement sur un trône, elle élève une frontière. À mesure que son autorité grandit, sa réputation dépasse les limites du Waalo. On parle d'elle comme d'une femme qui réfléchit avant de décider, qui écoute avant de trancher. Mais une fois sa décision prise, ne recule pas. Et c'est ainsi que Ndate Yaya Mbodj entre dans l'histoire, non pas par la guerre d'abord, mais par la maîtrise, par la lucidité,
par la compréhension précoce du danger colonial. Son ascension n'est pas celle d'une conquérante. C'est celle d'une gardienne. Une gardienne d'un royaume, d'une dignité, et bientôt, d'un refus qui marquera son époque. Au XIXe siècle, alors que la pression coloniale française s'intensifie sur le royaume du Waalo, Ndate Yalambodj comprend que la conquête commence d'abord par des mots avant de se faire par les armes. Face aux exigences répétées du gouverneur Louis Faidherbe, qui cherche à imposer le contrôle du fleuve Sénégal et à installer l'autorité française sous couvert de commerce et de protection, elle choisit de répondre par une lettre ferme et sans ambiguïté, dans laquelle elle affirme que les terres du Waalo ne sont ni à vendre ni à céder, que le fleuve appartient à son peuple et que son royaume demeure souverain, transformant ainsi un simple échange diplomatique en acte politique majeur. Car en écrivant d'égal à égal à une puissance impériale, elle brise la hiérarchie coloniale implicite et trace une frontière morale claire. La France peut disposer de la force militaire, mais elle ne possède aucune légitimité sur son territoire, faisant de cette lettre non seulement un refus officiel, mais le premier acte symbolique d'une résistance qui précédera la guerre et inscrira son nom dans l'histoire, comme celui d'une reine qui osa dire non. La chute du royaume du Waalo ne s'est pas produite en un seul jour, ni en une seule bataille. Elle s'est installée progressivement, comme une ombre qui s'allonge avant la nuit. Au début, il y eut les tensions diplomatiques, les négociations difficiles, les lettres fermes, les avertissements. Puis vinrent les menaces plus claires, les mouvements de troupes, les armes visibles. Lorsque les forces coloniales finirent par imposer leur supériorité militaire, ce ne fut pas seulement un affrontement d'hommes, mais un choc entre deux visions du monde. D'un côté, un royaume ancré dans ses traditions, ses alliances, son autorité locale. De l'autre, une puissance impériale déterminée à étendre son contrôle coûte que coûte. Quand le Waalo tomba, le changement fut immédiat et brutal. Les décisions ne furent plus prises dans les conseils royaux. Les chefs traditionnels perdirent leur influence. Les règles anciennes furent remplacées par des ordres, venus d'ailleurs. Les routes commerciales furent organisées au profit de l'administration coloniale. Le fleuve, autrefois symbole d'autonomie et de prospérité, devint un instrument stratégique sous surveillance étrangère. Pour les habitants, la chute signifiait apprendre à vivre dans un monde qui ne leur ressemblait plus, entendre d'autres voix donner des instructions, voir leur propre autorité devenir secondaire sur leur propre terre. Pour Ndate Yalambodj, la chute fut encore plus personnelle. Elle n'était pas seulement la reine vaincue d'un territoire perdu. Elle était la gardienne d'une souveraineté qu'elle avait tenté de préserver jusqu'au bout. Son exil marqua la fin visible d'un pouvoir, mais il révéla aussi la solitude du leadership, celle de voir arriver la tempête sans pouvoir l'arrêter malgré toute la détermination du monde. Pourtant, même dans la défaite, elle ne valida jamais la domination étrangère. Elle ne reconnut jamais la légitimité de cette conquête, et ce refus silencieux transforma la chute en témoignage. Car si le royaume disparut politiquement, il ne disparut pas dans les mémoires. Les récits continuèrent à circuler. On se souvint de la résistance, des paroles fermes, du courage face à un adversaire plus puissant. La chute du Waalo devint alors plus qu'un événement historique. Elle devint une référence, un rappel que la souveraineté n'est pas toujours protégée par la victoire militaire, mais parfois par la dignité avec laquelle on affronte la défaite. Et c'est peut-être dans cette dignité que le royaume, bien qu'annexé, refusa d'être totalement effacé. L'histoire de Ndate Yalambodj n'est pas seulement celle d'un royaume tombé.
ce n'est pas seulement celle d'une guerre perdue. C'est l'histoire d'une femme qui a compris son époque, une reine qui a vu venir la tempête, une dirigeante qui a choisi la dignité plutôt que la facilité. Elle a tenté la diplomatie, elle a écrit, elle a averti, elle a résisté, puis elle a affronté l'inévitable. Le Wallo est tombé sous leurs cieux militaires, les cartes ont changé, les frontières ont été redessinées. Mais une chose n'a jamais été conquise, le droit de dire non. Car avant les batailles, il y eut une parole, avant la chute, il y eut une conviction. Cette conviction continue de traverser le temps. L'Empire a remporté un territoire, mais Ndendatyaya a remporté l'histoire. Son nom n'est pas celui d'une défaite, il est celui d'un refus. Et tant que son histoire sera racontée, tant que sa voix sera entendue à travers nos récits, le Wallo ne sera jamais totalement effacé. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que notre mémoire mérite d'être racontée avec force et vérité, alors soutenez AfriStory. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Et surtout, partagez cette histoire autour de vous. Parce que chaque abonnement fait vivre notre mémoire. Chaque commentaire prolonge notre voix. Partage empêche l'oubli. Rejoignez la communauté AfriStory et continuons à raconter l'Afrique autrement.